On va repasser la parole au professeur Mathias Eric Ouanangini. Je l'ai dit, on devait parler de ces opérateurs en charge d'établir ces documents très importants pour les citoyens. On a parlé de passeports, professeur. Ces passeports qui sont établis par des opérateurs étrangers. La CENI n'est pas véritablement étrangère à cela. Je vous pose principalement la question parce que vous êtes géostratège. Alors, sur le plan géostratégique, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Il peut y en avoir. Mais maintenant, la chose dépend d'abord des capacités techniques et technologiques qui sont disponibles dans le pays. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des opérateurs qui peuvent faire le travail? Et s'il y en a qui peuvent faire le travail, est-ce qu'ils ont toutes les ressources nécessaires, aussi bien les ressources financières que les ressources en infrastructure pour le faire? Mais de toutes les manières, pour ce genre d'information, il vaut mieux que l'État le gère de manière restrictive. Ça veut dire que même s'il y a des partenariats avec des entreprises privées, ces entreprises privées doivent être strictement contrôlées parce que ce sont des données qui sont... Elles vont être contrôlées de quelle manière? Si c'est une entreprise portugaise, ce sont des données... De toutes les façons, l'entreprise a déjà les données. Ce sont des données qui doivent être strictement contrôlées. Pourquoi? Évidemment, parce que ces données sont fondamentales pour la sécurité et la stabilité d'un pays. Voilà pourquoi l'idéal serait que ces entreprises soient essentiellement nationales et qu'il y ait même des mécanismes permettant à l'État, en raison du caractère stratégique des informations qui sont liées à ce processus-là, contribuer à consolider des entreprises qui pourraient faire ce travail à condition qu'elles soient nationales. Parce que sinon, on se trouve exposé à des problèmes qui ont déjà eu lieu dans des pays homologues. On a vu en Côte d'Ivoire, avec la question du fichier électoral, dont le contrôle était essentiel, au niveau technique, était assuré par des sociétés étrangères. Pour l'État du Cameroun, si, dans les conditions actuelles, on recourt encore à des opérateurs, il faut une politique de substitution d'opérateurs nationaux qui viendraient prendre la place des opérateurs étrangers, avec un cadrage de ces opérateurs, parce que ce sont évidemment des données sensibles. Merci, professeur Abel Elimbi Lobé. Le professeur a dit qu'il y a peut-être un problème d'infrastructure, un problème peut-être technique. Voilà pourquoi probablement ce sont les opérateurs étrangers qui s'en occupent, mais il insiste que ces opérateurs doivent être contrôlés. Entre temps, quand même, vous l'avez dit, je pense d'une manière ou d'une autre tout à l'heure, nous sommes quand même un peu plus de 60 ans après les indépendances. Est-ce que le Cameroun mérite encore d'avoir ce genre de problème? Nous avons des instituts qui forment des informaticiens depuis une cinquantaine d'années au Cameroun. Il faut quel genre d'appareil que le Cameroun ne peut pas acheter avec ses informaticiens locaux camerounais pour pouvoir s'établir des CNI ou bien des passeports? D'abord, on n'est pas obligé de fabriquer des cartes nationales d'identité avec des matériaux que nous ne maîtrisons pas. On n'est pas obligé. La sécurisation de ces données ne nécessite pas qu'on utilise forcément des technologies ou des matériaux qui ne sont pas disponibles au niveau de la maîtrise technique du pays. Ce n'est pas nécessaire. On peut faire avec ce qu'on a. Mais je voudrais dire que si vous allez dans toutes les grandes entreprises ici, vous trouvez des badges qui sont faits ici. Ce n'est pas des entreprises étrangères qui les font. Tout à fait. Et ces badges sont bien faits. Deuxièmement, si vous allez dans les banques, oui, qui sont ici, toutes les banques ont des cartes bancaires pour retirer de l'argent. C'est fait ici. Vous entrez dans n'importe quelle agence d'une banque, là on vous demande d'avoir une carte bancaire, on prend le matériau qui est déjà découpé comme ça, qui est vierge, et on met dans une imprimante, on met immédiatement toutes les données nécessaires. Et la carte vient de l'étranger avec une puce vierge.
Et l'imprimante injecte dans la puce les informations qu'on souhaite. Et du coup, vous pouvez mettre ça dans n'importe quel serveur. On lit votre compte bancaire. On sait qu'il y a de l'argent ou il n'y en a pas. Vous pouvez retirer. Ça se fait ici sans à l'interface une entreprise étrangère. 3. Techniquement, nous avons là encore une preuve de la mauvaise gouvernance. Parce que le recteur ne veut pas que je parle de mauvaise gouvernance. Comment ça? Le recteur Comment on fait pour avoir une imprimerie nationale qui était déjà dans ce pays avant que nous on naisse, qui est un legs de la colonisation, qui s'est transformé, qui a grandi au fil du temps, qui imprime nos diplômes depuis toujours, qui fait des tas de choses sensibles et qui les a faites d'une meilleure manière. Comment on fait, comme vous venez de dire, pour être à 60 ans après et notre imprimerie nationale n'est pas capable de faire ce que les imprimeurs privés qu'il y a ici sur place font? Il y a quand même là-dedans un problème. Très bien. Donc moi je dis simplement à nos compatriotes qu'il n'y a pas une fatalité. Il y a tout simplement une mauvaise gouvernance. Les gens ont des intérêts personnels terribles. Pour faire ce que les gens privés font ici... Pour parler d'intérêt personnel. Oui, pour faire ce que des privés font ici, parce que on veut avoir des commissions ou des rétrocommissions, on veut que ce soit une entreprise. On s'en va chercher Siemens. On s'en va chercher n'importe quelle grande entreprise technologique à coup de milliards. Et on fait payer ça au pays des choses qui ne sont pas fondamentalement indispensables. Et comme disait Blaireau tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose en réalité, si vous voyez, à gagner là-dedans. Parce que si je me fais une carte d'identité qu'une fois tous les 10 ans, et que vous me demandez au moment où je la fais de payer 15 000, je divise 15 000 par 10. Ça fait à peu près 1500 francs par an que je donne à l'État chaque année dans le compte de la carte nationale d'identité. C'est dérisoire. C'est dérisoire pour un pays. Très bien. Donc, on peut consolider le sentiment national. On peut consolider la fierté nationale. On peut doter le pays d'outils qui matérialisent le progrès technique sans avoir recours à des boutiques comme celle-là. Et en fin de compte, nous allons en parler tout à l'heure lorsqu'on sera sur la question foncière. Nous allons voir qu'il y a des niches terribles dans ce pays où on peut prélever cet argent et financer donc cette carte nationale d'identité providentielle que Pamba Gangele est en train de nous promettre, sans nous démontrer que si c'était gratuit, ça ne se faisait pas vite. Maintenant que ça sera payant, ça va se faire vite. Pierre Blériot-Niamec, probablement pour des intérêts personnels, pour reprendre le soupçon Limbi Lobé, nous sommes obligés d'aller chercher des opérateurs étrangers pour venir établir des documents aussi sensibles sur le plan de la sécurité et tout ce qui va avec. Est-ce que les Camerounais imaginent, essayent un peu de voir quel est le risque, simplement parce que nous voulons protéger probablement des intérêts personnels? Parfois, ici, il y a peut-être un plus gros risque que nous ne voyons pas encore tous. L'opérateur qui va s'installer, quelle sera son extension géographique? Est-ce qu'il ira jusque dans nos villages ou il va se centraliser dans les grandes villes? Parce que vous voyez l'opérateur qui nous fait les passeports. Vous qui êtes à Douala, en fait, vos passeports se font à Yaoundé. Et on les envoie simplement à Douala. Ainsi de suite. Je ne sais pas, mais il y a un centre de passeport maintenant à Douala. Je vous dis que vos passeports sont produits à Yaoundé et on vous les envoie à Douala. Qu'est-ce qui va se passer? Cette opération, j'ai entendu on pose la première pierre. Parce qu'on pose des pierres. Une fois qu'on aura posé la pierre, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va grandir, parce que les pierres, c'est difficile. Une fois donc que cet opérateur va s'installer,
est-ce qu'il aura une extension nationale, rurale, où nos grands-parents vont quitter les villages pour revenir donc dans l'ancien temps, se faire établir des cartes en ville? Si ce nouveau problème va se poser, c'est encore plus dur. Les intérêts, bon, chacun là où il se trouve, hein, y en a qui ont voulu comparer le Cameroun à une brocante. Nous, on a dit qu'il ne fallait pas le faire. Il ne fallait pas comparer le Cameroun à une brocante. Mais il y a quand même des réflexes de brocantier, c'est-à-dire que des choses qui devraient être totalement nationales, qui devraient même être gratuites. Parce que je ne vois pas pourquoi les gens doivent payer. Et lui, il a dit le service. Non, il y a quel service spectaculaire dans l'établissement de cette carte qui nécessite aujourd'hui qu'on paye aussi cher. Il y a simplement... L'ordre gouvernant est-il dans un processus de provocation du peuple? Non, parfois ici, on a testé les mêmes choses ailleurs, elles ont marché. On a rendu le carburant rare. Les Camerounais ont dit que c'était mieux. D'abord, les mototaximens ont dit que c'est mieux de nous tripler pourvu qu'il soit disponible. On a rendu la carte rare. Les gens ont dit, mais si on peut l'avoir, quel que soit le prix, parce que dans les couloirs, les gens payaient déjà leur carte à 50 000. Hein. Ah bon? Vous allez dans un commissariat le matin, on vous dit que votre carte n'est pas disponible, quelqu'un vous prend à côté, il vous dit si tu as 50 000, d'ici demain tu auras ta carte, et dès que tu as 50 000, ce qui était impossible devient possible. Donc, ce système-là, on vous pousse à vous lasser au point d'accepter n'importe quoi. Vous dites que bon, tant qu'à faire, la carte, je vais la faire comme ça. Parce que j'ai souffert depuis 3 ans dans l'attente d'une carte. Si on me dit de donner 20 000, je donne 20 000 et puis je passe. Donc, c'est cette forme de fatalisme auquel les Camerounais sont réduits désormais. Chaque chose... Vous savez comment nous avait introduit les droits universitaires? C'était la même technique. C'est-à-dire que les gens qui, eux, avaient eu des bourses, vous pouvez peut-être pas comprendre. Les gens là allaient à l'école, on les payait. Les libéraux comme ça. C'est-à-dire, eux, ils allaient à l'école, on les payait. Les enfants. Et quand eux, ils ont pris le... Moi, j'ai eu 30 000. Voilà. Mais quand nous sommes arrivés... Ça remontait, puisque voilà. En première année, c'était dans l'ordre de près de 30 000. En deuxième année, ils allaient à 45 000. Voilà. En troisième année, c'était 60 000. Quand eux, ils ont pris le pouvoir, ils ont estimé que nous n'avions pas droit à la bourse. Donc tu estimes que je suis au pouvoir? Quand vous les gens de ta génération, vous avez estimé que nous n'avions pas droit à la bourse. Comme si cela ne suffisait pas. Vous nous avez imposé le contraire de la bourse, c'est-à-dire un paiement. Il faut payer. Il faut payer. C'est plutôt l'étudiant qui payait déjà. Et on paie de différentes manières. Quand vous avez votre enfant dans une université, il y a un recteur sur cette table, peut-être lui il n'a pas souvent été dans les Congossas des étudiants. Mais 50 000, ce n'est que la face cachée de l'iceberg. Vous avez été dans les universités. Mais on vous fait payer tout. L'enseignant qui est déjà payé dit que pour que vous ayez son cours, il faut payer. Ça coûte plus cher. Mais vous payez tout dans ce pays. Vous payez même pour échouer. C'est-à-dire, on organise des concours, on veut 200 personnes, on vous voit 50 000 là. On sait que vous êtes venu payer pour échouer et on vous fait payer. Très bien. Merci. S'il te plaît, avant de donner la parole, je voudrais poser une question à ceux qui font cette carte. La question, c'est moi qui les pose. Non, s'il te plaît. Cette puce. Oui. Parce qu'il y a une puce là-dedans. Tout à fait. C'est pour faire quoi? Le lecteur de la puce est où? On contrôle les cartes. Très mal placé pour on contrôle dans les différents services publics. L'introduction d'une puce ici non, cette puce est inactive. Elle est inactive. Parce qu'en fait, le programme, parfait ici, pour ceux qui ne savent pas, le programme était de pouvoir identifier, lire cette carte à partir de la puce qui avait été placée là. C'est en cela qu'elle était informatisée. Mais la suite des machines n'a pas été là. Quand vous allez dans un commissariat, nous sommes donc là dans l'arnaque. Je ne sais pas. On va aller dans un commissariat, on prend votre carte comme ça, on se met à recopier. Parce qu'il fallait l'introduire dans une machine qui donnerait toutes les notions. Dans certains grands pays. C'est comme si on vous donnait une carte bancaire, mais il n'y a pas de guichet qui délivre l'argent. Voilà, donc... c'est ça. Alors on te donne une carte bancaire, mais tu ne peux pas aller dans un guichet. C'est comme